Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Alors ça y est, j'ai l'habitude de dire que Donald Trump a donné un coup de taser en arrivant au pouvoir. Ce coup de taser continue et on en prend, j'allais dire, chaque jour une dose supplémentaire avec l'arrivée de Madame Meloni tout à l'heure. Et Jean-Noël Barrot s'est exprimé. On écoute le ministre des Affaires étrangères. La nouveauté, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui à Paris, les États-Unis, l'Ukraine et les Européens se sont retrouvés autour d'une même table pour aborder ensemble la suite des efforts que nous voulons toutes et tous consentir pour arriver au plus vite à un cessez-le-feu en Ukraine. Ces discussions très ouvertes, très franches, auront permis de faire avancer la réflexion des Européens, celle des Ukrainiens et celle des Américains, qui se sont donné rendez-vous la semaine prochaine à Londres pour poursuivre les échanges sur cette base-là, afin que nous puissions espérer dans les tout prochains temps aboutir à ce cessez-le-feu plein et entier, sans condition, auquel les Ukrainiens ont d'ores et déjà consenti et auquel nous souhaitons que la Russie puisse consentir à son tour. Alors c'était important à l'Élysée de recevoir Steve Witkoff à l'Élysée justement parce que lui-même avait parlé à Vladimir Poutine vendredi dernier. Et voilà donc cette triangulation qui commence à se mettre en place. Et là où on avait l'impression que l'Union européenne n'était plus à la table des négociations sur les cessez-le-feu en Ukraine, là, ça recommence, Raphaël Steinville. Oui, ça recommence. Après, ce n'est pas Donald Trump qui parle directement avec l'Union européenne ou ses représentants. C'est bien Rubio et Witkoff qui l'envoient en émissaire. D'une certaine manière, Donald Trump continue à percevoir dans un certain nombre des représentants européens, Emmanuel Macron en tête, comme des freins à la guerre. Ce qu'il disait devant Meloni il y a quelques minutes, c'est que précisément, il allait obtenir un accord avec l'Ukraine sur les minerais, mais qu'aujourd'hui, son urgence pour lui, c'était que le sang arrête de couler et que finalement, le soutien de l'Europe à l'Ukraine ne faisait qu'alimenter cette guerre sans fin. D'ailleurs, à l'instant, Donald Trump dit ne pas tenir Volodymyr Zelensky pour responsable de la guerre en Ukraine, tout en continuant de critiquer ce même Volodymyr Zelensky. Je ne le tiens pas pour responsable, mais je ne suis pas vraiment ravi que cette guerre ait été déclenchée. Je ne rejette pas la faute sur lui, mais j'estime qu'il n'a pas fait le meilleur job du monde. Je ne suis pas un grand fan. Bon, voilà. Ça, il avait dit l'inverse il y a une semaine. Décryptage de Donald Trump, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens et vous aussi, chers amis, lors de la Corée du Nord, un coup c'était Rocketman, et puis d'un autre côté, Kim Jong-un était devenu son meilleur ami le lendemain, Alexandre Malafaille. Il a un talent phénoménal pour ne jamais faire de la face. C'est ça. C'est ça, c'est des volte-face permanentes, mais surtout, il assume le contraire de ce qu'il dit avec une espèce d'arrogance, de détermination, et comme il est quand même le plus fort de la bande, ça passe. Mais bon, là, on peut peut-être imaginer, même si M. Barrot n'a pas dit grand-chose, le communiqué, son intervention, c'est assez creux, c'est-à-dire juste qu'il y a une clause de revoyure la semaine prochaine à Londres. Bon, mais c'est peut-être mieux que rien, mais peut-être que finalement, Donald Trump se dit, la méthode initiale qu'il pensait voir mettre en œuvre et appliquer rapidement, elle marche pas. C'est-à-dire que la fin de la guerre en 24 heures, même en quelques semaines, ça marche pas. Visiblement, les Russes sont plus résistants que prévu, plus coriaces, que les conditions posées sont plus nombreuses. Et donc, peut-être qu'en même temps qu'il essaie de maintenir ce dialogue stratégique en direct, il cherche peut-être une voie médiane, d'utiliser en effet la pression que peuvent exercer les Européens. Voilà, peut-être une stratégie de contournement. En tout cas, c'est pas anodin le fait que ce type de négociation soit amorcé. Voilà, je pense que on rentre dans quelque chose de nouveau, et c'est-à-dire que même si Trump est très pragmatique, il est aussi obligé de tenir compte de notre existence. On peut pas faire sans nous. Bon, alors Donald Trump, qu'on va écouter dans un instant, a parlé également des droits de douane. Madame Meloni, évidemment, était allée pour parler de la guerre en Ukraine, soit, mais elle était là aussi. D'ailleurs, Marc Ferracci, le ministre français de l'Industrie, l'a critiqué parce qu'il a dit « j'espère qu'elle n'y va pas en solo ». Bah si, en fait, un petit peu, pour contourner l'Union européenne qui a quand même la main mise sur le commerce en Europe. Écoutons Donald Trump qui parle des droits de douane et de l'enrichissement potentiel après ces actes qu'il a fait.
Les tarifs nous enrichissent. Nous perdions beaucoup d'argent sous Biden, des milliards de dollars, des milliards sur le commerce. Et maintenant, ça a changé. On gagne beaucoup d'argent. N'oubliez pas, nous prenons 25% sur les voitures, sur l'acier, sur l'aluminium, 10% de base. Maintenant, nous collectons des milliards et des milliards de dollars, ce qui n'était pas le cas avec Biden. Bon, pour ceux qui pensaient que ça allait changer, c'est pas de mal à veille, Raphaël Saint-Ville. Oui, c'est peut-être un petit peu exagéré. Surtout que les voitures qui arrivent aux États-Unis ne sont pas achetées forcément par les électeurs de Trump. C'est-à-dire que l'électeur de Trump de Pennsylvanie, il achète une bonne vieille Ford. Il achète une Ford. Il achète pas de vin français parce qu'il n'en a pas les moyens. Et donc aujourd'hui, il pense et il espère d'ailleurs que cette politique aura des effets sur la réindustrialisation d'un certain nombre de territoires américains qui sont à l'abandon aujourd'hui. Mais les milliards, il ne les voit pas immédiatement, non? Ouais. Il est obligé de tenir un tel discours. Il est obligé. Ouais. Il n'a pas le choix. Il peut pas avoir été si fort et si loin dans cette déclaration de guerre commerciale au reste du monde pour tout d'un coup avaler son chapeau. Même si, de fait, il l'avale en partie. Il sera obligé parce qu'il y a certains investisseurs qui lui disent qu'elle est trop loin, on perd de l'argent. Non, puis déjà, il a commencé. C'est-à-dire qu'on est passé de 25 à 10, il a revu pas mal d'accords, il en a gelé quelques autres. Le dollar est tombé. Voilà, donc bon, alors certes, le bras de fer, il le perd avec la Chine, et c'est normal parce que c'est l'adversaire stratégique du 21e siècle pour les Américains. Donc de fait, il a, pour le coup, il se concentre sur ce qui était sa priorité, et puis avec le reste du monde, il y a peut-être aussi un certain nombre de gens qui lui ont dit autour de lui, attention, tu vas te retrouver avec des retournements d'alliance structurels des différents pays européens, asiatiques, moyen-orientaux, sud-américains, et une fois que les lignes du commerce seront réorganisées durablement, au-delà du fait que tu auras peut-être entre-temps attiré des investissements, mais peut-être pas suffisamment, là, quand ce sera perdu pour très longtemps. Raphaël Saint-Ville. C'est si vrai qu'au moment où Giorgia Meloni était dans le bureau ovale avec Donald Trump, Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, était lui en Chine. Ouais. Donc c'est pas la première fois, il aime bien y aller. C'est pas la première fois, mais il est assez bon pour aller faire des deals dans le dos des Européens en Chine. Et on apprend à l'instant que la Cour suprême américaine fixe une audience le 15 mai sur le décret de Trump pour abolir le droit du sol. Voilà, donc la Trump mania continue sur les dispositions qu'il voulait